Salut à tous, j'espère que vous vous portez au mieux malgré ce contexte difficile et malgré cette vidéo qui est du coup va être difficile parce qu'on va parler tout simplement d'un sujet qui est pas du tout drôle mais qui est nécessaire et important, et il fallait que je prenne la parole parce que beaucoup trop de gens font comme si de rien n'était. Les personnes qui sont censées en fait en parler, les politiques, les gens qui sont censés écouter les étudiants, leur venir en aide alors que la situation est très très grave, font mine comme si de rien n'était, et ça c'est tout sauf normal. Donc moi j'ai décidé d'en parler pour vous aider, pour m'aider, pour nous aider, s'entraider ensemble. Pour me présenter rapidement, j'ai 24 ans, j'ai eu mon bac en 2015. Ensuite j'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation de 2 ans. Je me suis ensuite réorientée en communication, j'ai eu un bac plus 3 en communication, ensuite un master 1 et un master 2. Là du coup j'en suis à ma 6e année après le bac, étant donné que j'ai fait à la fois le commerce et la communication. J'ai dû faire des équivalences. Et du coup c'est ma 6e année après le bac, donc je pense que niveau études, niveau expérience, tout ça sur les études, je pense qu'on est assez calé là. Bientôt j'ai un doctorat en études limite. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que j'ai déjà fait une vidéo sur ma santé mentale à moi, sur comment j'ai avancé un petit peu, les solutions que j'ai commencé à trouver. Je raconte un peu ma vie entre guillemets dans cette vidéo, je pense que vous allez vous retrouver, et je parle aussi pas mal d'étudiants. Je vous mettrai la vidéo juste là. Allez la regarder, elle est un peu longue mais elle est très importante. J'ai également fait une vidéo sur la souffrance que j'ai vécue avec le Crous pour avoir ma bourse, alors que je vivais sous le seuil de pauvreté. J'ai vécu des moments vraiment pas faciles durant mes premières années d'études, donc je vous mets ça là. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur ma chaîne parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur les études, notamment sur mon DUT TC, donc technique de commercialisation, que j'ai fait il y a un petit bail déjà, sur mes études de manière générale, sur mes équivalences que j'ai fait, ma réorientation, mes études de communication, mes études de commerce, bref, vous trouverez tout ça, vous avez une playlist études consacrée à ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là, c'est là où vous pourrez venir discuter avec moi directement si vous avez des questions. Vous pourrez aussi participer au sondage quand je décide de faire une vidéo. Instagram, vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo sur le mal-être étudiant, sur la situation qui se passe en ce moment avec les suicides, etc. etc. Et j'étais étonnée parce que je me suis dit que ça fait 4-5 jours que c'est passé, donc je me suis dit bon, parce que les gens vous oublient très vite malheureusement. Mais vous me l'avez demandé, donc je me suis dit je vais le faire. N'oublie pas aussi d'activer la cloche, je ferai d'autres vidéos sur le bien-être mental, sur toutes les solutions dont je vais vous parler là. Je vais essayer de les tester sur le long terme et vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans peut-être 2-3 mois par exemple. Alors, vous le savez, je pense que en tout cas si vous êtes étudiant, parce que malheureusement dans la sphère public entre guillemets, les autres personnes, parce que j'ai l'impression quand on est étudiant on est vraiment dans une autre partie de la société, enfin on est comme entre mineurs et adultes, on n'est pas encore les adultes qui travaillons à temps plein du moins et qui sont vraiment considérés par la société, mais on n'est plus non plus des enfants parce que tu fais une bêtise, t'es considéré comme un adulte, tu vas aller en prison comme un adulte. Et je trouve que cette situation est vraiment difficile parce que t'es entre deux mondes. Je sais pas si vous me direz dans les vidéos, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, t'es vraiment entre deux mondes et tu attends que le temps passe et tu te dis allez c'est la dernière année, encore 1 an, encore 2 ans, encore 3 ans, et c'est une situation très compliquée. On te demande en fait d'être assez autonome, mais en même temps on t'infantilise beaucoup. C'est impossible que vous soyez passé à côté, mais en effet malheureusement il y a eu la semaine dernière il me semble le suicide d'un étudiant à Lyon qui s'est malheureusement défenestré de son logement étudiant et qui a tenté de se suicider. Il est heureusement pas mort, mais son geste est un cri d'alarme et malheureusement c'est pas le seul. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont suicidés ou qui ont essayé de se suicider ces dernières années. On le voit avec la situation sanitaire, le confinement, tout ça, que la santé mentale des étudiants va de mal en pis. Ce qui m'énerve un peu avec ce discours, que ce soit des médias, les politiques on n'en parle pas parce qu'eux ils parlent pas du tout de nous. On a tous découvert avec Stuver qu'on avait une ministre des études supérieures, oui parce que je pense on savait même pas que ça existait ce poste là, donc ça veut dire que ça fait des années qu'il y a un mec ou une meuf en fonction des années qui est payé pour s'occuper des études supérieures et que nous étudiants, comme je vous dis ça fait 6 ans, n'avons jamais vu de notre vie. Donc la personne est là à recevoir des salaires chaque mois et elle reçoit pas 100 € par mois pour s'occuper du poste de base et qu'on la connaisse même pas. Enfin c'est quand même très grave quoi, surtout que des grèves d'étudiants il y en a eu juste avant le Covid, il y avait beaucoup de grèves, il y avait des blocus, mais j'ai jamais entendu parler de cette personne-là, ni même du poste en général, pas juste de la ministre en personne, mais du poste en lui-même. En fait, ce que je vous disais, c'est que je trouve gênant, en tout cas avec les médias qui en parlent maintenant, qui ont découvert le mal-être étudiant, maintenant avec le confinement, qui sont là, oui, le confinement, les étudiants se sentent mal, vraiment ça va pas du côté des étudiants. Ce que je trouve révoltant, en tout cas vous me direz pour vous, et moi c'est pas le confinement en soi le problème, je trouve que notre situation c'est pas forcément beaucoup empiré, ça a toujours été compliqué depuis des années maintenant que je suis étudiante, que je suis surtout boursière, je vais vous expliquer un peu après.
Et je trouve qu'il y a des problèmes dans les études supérieures depuis des années et que le confinement n'a fait que révéler ces problèmes-là, qu'il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de problèmes d'organisation, que les facs sont pas organisées, c'est pas forcément toujours de leur faute, mais elles ont pas les moyens qu'il faut et ça a juste révélé. Mais c'était là depuis un moment et c'est ça en fait le plus triste entre guillemets, c'est qu'on a toujours été lâchés dans la jungle à se dire bah ok bah en gros c'est l'école de la vie, t'apprends, tu deviens adulte ou alors t'échoues et tant pis pour toi. Et ce que je trouve vraiment triste c'est de pas assumer et dire que ça fait des années que déjà c'est compliqué, ça fait des années que des étudiants se suicident. Ça fait quoi, quelques mois avant le confinement, je me rappelle très bien quelqu'un qui s'était immolé par le feu devant un immeuble Crous, qui est l'organisme qui gère la bourse en France. Et pour vous dire à quel point c'est une situation grave, il y a des étudiants étrangers qui se suicident parce que pareil, ils sont encore moins accompagnés que les étudiants français parce qu'ils ont encore plus de démarches, de problèmes, de papiers à faire et ils sont loin de leur famille que nous français. Et jamais personne n'a fait quoi que ce soit, ni pour eux, ni pour les étudiants de façon générale. Néanmoins, je pense que le confinement, comme ça nous a isolés, comme on est resté tout seul et qu'en plus de ça, ça représente aussi un manque à perdre, enfin un manque d'argent parce que souvent on perd notre travail ou alors on est au chômage ou alors on perd de l'argent tout simplement. Forcément, ça joue sur le moral et ça va encore plus révéler les fragilités qui étaient là avant. Quelques recherches vite fait pour voir s'il y avait déjà des chiffres par rapport au taux de suicide des étudiants durant le confinement. Vous avez une psychiatre qui dit que les chiffres donc du coup sur le suicide n'existent pas encore, mais par contre elle dit: nous savons toutefois selon les statistiques de l'Observatoire de la vie étudiante que les envies suicidaires ont doublé et que les états dépressifs ont été multipliés par 2,5 durant le confinement. Les étudiants vont de plus en plus consulter les psychologues, les psychiatres, et tant mieux, mais ils le consultent de plus en plus, ce qui montre qu'il y a vraiment une situation de non-retour. Kel Duncan, elle dit que c'est vraiment un problème qu'il y ait autant de problèmes de santé mentale au niveau des étudiants parce que c'est un âge qui est charnière, ça veut dire c'est là où on se construit en tant qu'adulte comme je vous ai dit, et les traumatismes qu'on a maintenant on va malheureusement les traîner sur toute notre vie tout simplement, surtout si on n'arrive pas à les résoudre. Donc elle dit qu'environ 75% des vulnérabilités psychiatriques se déclarent entre 16 et 25 ans. Et elle dit aussi que les étudiants sont en train de vivre un psychotraumatisme collectif. C'est exactement ça en fait. On est tous dans le même état. Il n'y a pas un étudiant qui va te dire ouais je pète la forme, tout va bien. Et ce traumatisme peut chez certains révéler des douleurs enfouies comme un deuil, une séparation des parents ou autre. C'est pourquoi on reçoit maintenant des jeunes qui n'avaient jamais consulté avant. Et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous avais dit de regarder la vidéo où je vous parlais de ma santé mentale à moi. Je vous disais... En gros, je vous disais, je vais mal, c'est bon, je le dis parce que je l'ai caché pendant longtemps et que je faisais semblant que je continuais à faire mes vidéos comme si de rien n'était. Je vous disais, ça va pas. Voilà, je l'ai dit à certains de mes professeurs. J'ai demandé de l'aide parce que je savais que j'étais vraiment au bout du rouleau. C'est ça qui m'a, c'est cette période très très difficile qui m'a poussée à aller consulter, à essayer de me faire aider. Alors que des problèmes, en tout cas, mentalement, ça n'allait pas forcément bien avant non plus. Mais on va dire que c'était vraiment le point de cassure. C'était vraiment, je pouvais plus supporter. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup d'étudiants. Ça veut dire, on a tous eu des problèmes dans notre vie. Comme ils ont dit, séparation des parents, problèmes dans l'enfance, tout ce qu'on veut. Et on a tenu, puis arrivé à un moment où on est censé vivre notre meilleure vie, on est censé profiter avec nos amis, oublier, être insouciant, parce que souvent justement à la télé on parle d'âge, d'insouciance, mais moi j'ai l'impression que c'est le pire âge parce que c'est là où tu découvres les problèmes d'un coup, personne ne t'a... C'est très compliqué, on a beaucoup de choses à gérer et d'un coup en fait on n'a pas de formation à la vie, à l'école, on a des matières qui, par exemple au collège, au lycée, ne te servent absolument à rien plus tard. Je pense à la techno, à la musique, à l'art plastique, je suis désolée, je sais que c'est la culture générale en plus, etc. etc. Je suis pas contre le fait de faire quelques heures de temps en temps, mais je veux dire pour moi, faire des cours de vie ou des cours de j'en sais rien, moi comment on peut appeler ça, de voilà, t'apprendre à vivre seul entre guillemets, à te débrouiller, des cours de bien-être quoi, et ben ils sont beaucoup plus importants et ça te servira beaucoup plus dans la vie. Après c'est mon avis personnel, mais je pense que ce genre de formation devrait exister et voilà, on découvre ça malheureusement d'un coup. Moi je sais qu'à un moment, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, même envoyer un simple mail c'était au-dessus de mes forces parce que j'avais tellement accumulé à me dire oui il faut que je prenne rendez-vous chez ça, il faut que je prenne rendez-vous chez ça, et même comme on a cours, personnellement moi j'ai école et comme beaucoup d'étudiants j'ai un petit boulot à côté pour subvenir à mes besoins et malheureusement tu connais hein, ça te prend toute ta semaine. Ça veut dire moi par exemple je peux avoir cours de 9h jusqu'à jusqu'à 15-16h et ensuite j'enchaîne le travail de 16h à 20h, donc je peux prendre aucun rendez-vous médical et moi par exemple il n'y a que le vendredi où je travaille pas, où je pouvais m'arranger pour prendre des rendez-vous médicaux, mais comme ça j'ai quand même école, donc il faut que je manque l'école, il faut que je m'arrange avec mes professeurs. C'est toujours en fait une sorte de gymnastique de tellement t'as une pression mentale, une charge mentale. On parle souvent de la charge mentale des femmes, mais la charge mentale des étudiants elle est énorme parce que c'est pas juste tu travailles,
t'es dans ton bureau, tu travailles, tu fais ton travail, et puis tu rentres chez toi, c'est fini, t'oublies tout ça. Alors oui, je sais qu'il y a des métiers un peu plus haut placés où tu ramènes du travail à la maison, mais ça reste quand même assez rare, et puis surtout t'as le salaire qui va avec. Et nous, en fait, le problème, c'est que je sais que ça fait partie du jeu et que c'est comme ça et que ça finit par passer, mais je vous dire que c'est vraiment difficile de tout accumuler parce que tu travailles à l'école, ensuite tu as ton petit boulot, donc il faut que tu trouves le temps de faire ton petit boulot, ensuite tu vas rentrer hyper tard, pour la plupart, tu vas faire tes devoirs, tu vas dormir hyper tard, tu vas décaler ton cycle du sommeil, tu vas être plus fatigué, et c'est là où tu peux entrer dans un cercle vicieux vis-à-vis d'une déprime, voire d'une dépression, parce que le manque de sommeil, la fatigue, peut amener la dépression en elle-même et aussi ramène le manque de sommeil et la fatigue, et du coup ça va être qu'un cercle vicieux. Vraiment c'est une situation qui dure depuis longtemps parce que depuis longtemps en fait on n'est pas écouté et comme je vous ai dit on est infantilisé. Un simple exemple pour la bourse, et je vous en ai parlé au début en vous disant d'aller regarder ma vidéo qui est très importante sur le Crous. Une chose que je pense, bon, que ça peut arranger un bon nombre d'étudiants, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants que ça met énormément dans des gros problèmes. C'est-à-dire que la bourse jusqu'à maintenant en 2021, ça veut dire qu'on est censé être dans un siècle avancé, voilà, pays des droits de l'homme, tout ce que tu veux. La bourse est toujours calculée en fonction des revenus des parents. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que moi, aujourd'hui j'ai 24 ans, même à partir de 18 ans, on est adulte. Ça veut dire que demain, je sais pas moi, j'agresse quelqu'un dans la rue, c'est moi qui vais être jugée, qui va aller en prison, c'est pas mes parents, parce que j'ai 18 ans, que je suis majeure et tout ce que tu veux. Pourquoi? Alors la bourse est toujours calculée en fonction des revenus de mes parents. Et je trouve ça hyper injuste à partir du moment où tu travailles, où tu vis seule et que tu ne dépends pas en fait de tes parents. Et moi, pendant des années, ça m'a porté préjudice, et pendant des années, ça m'a mis dans une grosse merde, pour vous dire les mots comme ça vous allez le comprendre. Ça veut dire que moi j'avais un loyer à payer avec mon conjoint qui était alternant, on vivait sur une alternance à deux. Il touchait 700 € par mois. Et ça, on payait un loyer de 650 €, qui bien sûr on avait des aides, donc on payait 300 € de loyer. En gros, il nous restait, grosso modo, il nous restait 300, même pas 300 €. Tu fais des courses, on était toujours ric-rac, et voire on était souvent à découvert. Là, la personne chez qui on louait, au bout de le 2 du mois, nous envoyait des mails où il faut m'envoyer le loyer, alors que lui il était payé quasiment la moitié du mois, vers le 10, donc il n'avait pas tout son loyer, il n'avait pas son salaire tout de suite, donc il fallait que, c'était très problématique, la pression incroyable. Et moi du coup, étant donné qu'on gagnait pas d'argent, du coup je suis allée au Crous naïvement en me disant que je suis étudiante, je vais avoir l'échelon le plus haut étant donné qu'on a quasiment pas de revenus. Et ça non, ils m'ont expliqué que mes revenus, que ma bourse serait calculée en fonction de mes parents, des revenus de mes parents, jusqu'à que moi et mon conjoint on ait au moins 90% du SMIC si on veut prouver qu'on est apte en fait à vivre seul, qu'on veut prouver qu'on vit vraiment seul et que nos parents nous aident. Comment je l'ai pris et comment ils l'ont expliqué, et je me rappelle très bien, je me suis effondrée dans le bureau, la première fois qu'on me l'a dit, parce que j'étais tellement choquée. J'aurais dit vous êtes en train de me dire que je suis trop pauvre pour toucher la bourse. Ça veut dire que je touche moins du seuil qu'ils avaient décidé, donc c'était à peu près, je crois, 1000 €. On touchait moins de 1000 €, du coup j'étais trop pauvre pour avoir la bourse. Et je leur dis, je fais comment? Il me dit, votre père est toujours responsable de vous, même si vous êtes majeur, si vous touchez pas ces 70% du SMIC, c'est lui qui doit subvenir à vos besoins. Mais je pense qu'aucun parent, en tout cas c'est normal, même s'il aide de temps en temps, il va pas te donner une aide comme la bourse, vraiment mensuelle, 500 €, 600 € par mois. Aucun parent peut faire ça, surtout quand tu vis seul et que que tes parents ne s'occupent plus de toi, et que surtout t'as pas envie de demander à chaque fois de l'argent à tes parents. Je trouvais ça tellement révoltant, cette situation, et je sais qu'elle existe encore, et je trouve ça tellement pas normal. En plus de ça, les impôts sont décalés de 2 ans. Ça veut dire que même quand mon conjoint a trouvé un travail et qu'on a eu les fameux 1000 € pour espérer la bourse, il fallait attendre 2 ans après. Donc l'année dernière, en bac+4, après 6 ans d'études et 5 ans du coup de vie en couple avec mon conjoint, j'ai enfin touché la bourse pour la première fois de ma vie. J'étais échelon 6, pour vous dire, alors qu'on avait évolué. Ça veut dire que les années d'avant j'aurais été effectivement échelon 7, et je pense que ça leur aurait fait trop d'argent de perdu. C'est pour cette raison que malheureusement ils ne m'ont pas donné la bourse, parce que 600 € par mois, s'ils peuvent les éviter de les donner à quelqu'un, eux ils s'en fichent en fait, tant que ça leur fait des économies. Ils s'en fichent que moi je puisse pas payer mon loyer, ils s'en fichent que la locataire nous mette la pression, ils s'en fichent qu'on n'ait pas de quoi manger. Ils s'en fichent en fait de tout ça, qu'on soit dans la précarité. Tu sais qu'il y a pire et qu'on doit rester digne pour les autres, mais au bout d'un moment on peut plus rester dans ce discours de dire ah oui moi à ton âge c'était pire, on avait ça et ça et ça, alors que je pense pas. En fait je pense que chaque génération a sa difficulté, et nous on peut pas dire que c'est que c'est plus facile qu'avant. On a plus de responsabilités, on a plus de choses à gérer, on a plus de choses à penser, plus de pression de partout, on est stressé, et voilà, c'est des trucs. Ok, il y a des aides, mais c'est mal fait. C'est pas normal de laisser 2 étudiants
comme ça à vivre avec 700 € par mois et se dire bah démerdez-vous parce que, parce que vous touchez pas assez et que du coup en fait en gros ils ne croyaient pas quand on leur disait mais non on est vraiment indépendant, on vit seul, on vit pas avec nos parents. Ils nous ont dit non, pour prouver qu'en gros vous êtes vraiment indépendant, il faut toucher ce minimum de salaire là. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire on fait comment? On est parti à la mairie, la seule fois où j'ai demandé, après ça j'ai plus jamais demandé d'aide de ma vie parce que je me suis dit c'est que des gens qui vont te donner des leçons de morale. On m'a dit, quand je suis allée à la mairie, je leur ai, parce qu'on m'a dit, t'inquiète pas, la mairie ils vont t'aider et tout, c'est la mairie du 18e. Elle m'a dit, ah bah fallait pas partir de chez vos parents, hein, si vous aviez pas les moyens, fallait rester chez vous, pourquoi vous êtes mis en couple? Vous savez, le genre de discours moralisateur que je pense personne supporte. Et vraiment, genre, on peut plus avoir ce genre d'adultes en poste, ces genres d'adultes justement qui ont passé la cinquantaine et qui sont encore en train de donner des leçons à des jeunes. On peut plus avoir des ministres de l'éducation supérieure qui ont 50, 40 ans, qui sont loin, en fait, loin de notre âge, qui comprennent pas nos besoins, qui comprennent même pas notre génération parce qu'ils ont même pas vécu l'école comme nous on l'a vécu. Enfin, c'est plus normal d'avoir des ministres comme ça qui ont l'âge de nos grands-parents limite. Et la preuve avec le discours qu'elle a eu, elle n'a même pas eu un mot pour la personne qui s'est suicidée, vous vous rendez compte? Alors qu'elle est ministre de l'éducation supérieure, c'est son travail en fait. Elle n'a eu aucun mot pour le bien-être étudiant, elle n'a eu aucun mot pour nous. C'est fou, alors que c'est elle, c'est son poste, elle est payée pour ça. On peut plus laisser ce genre de personnes-là et on peut plus ne pas nous écouter. Il faut qu'il y ait plus de jeunes. Pour moi, le poste de ministre de l'éducation supérieure, ok, tu peux pas le donner à quelqu'un qui a 20 ans, qui est encore dans les études, parce que c'est un poste important, mais au moins donnez-le à quelqu'un qui est pas trop loin de notre âge, qui a au moins vécu à peu près les mêmes difficultés, qui connaît le CROUS, qui connaît la bourse, qui connaît le même système à peu près que nous, qui n'a pas eu non plus trop de changements depuis, ça veut dire à peu près la trentaine. Mais c'est pas possible en fait de faire autrement parce que ces personnes-là ne comprennent tout simplement pas et sont énormément moralisatrices. Et comme je vous ai dit, à la mairie, au lieu de nous dire ok, on n'a pas de budget pour vous aider, elle m'a dit bah fallait pas vous marier. Comme ça, genre, tu te rends compte que tu me blesses, j'ai 20 ans, je viens de commencer à rentrer dans la vie active et surtout que on était étudiants, on cherchait du travail. C'est pas comme si elle aurait pu nous dire ok, j'ai par exemple pour mon mari qui cherchait, parce qu'il a galéré quand je vous ai parlé de l'alternance à 700 €. Pendant des mois, il n'avait pas d'alternance et on payait le loyer sans aucun argent. Il a été harcelé par son patron, il a dû se mettre en arrêt maladie. Et pareil, congé maladie, on était payés, ils nous ont donné 300 € un mois, ils nous ont donné 500 €, ils nous ont donné des trucs en retard. Horrible, horrible, cette période de ma vie a été horrible. Je sais pas un jour si je serai prête à en parler vraiment longuement parce que ça me touche énormément, comme vous le voyez. Je pense que, comme elle a dit dans l'article, le traumatisme est encore là, je pense. Pendant longtemps, je disais à mon conjoint, non mais tiens, tu peux pas lâcher ce travail parce que nous après on a le loyer à payer, on peut plus manger, on va se retrouver à la rue. Et c'était une pression énorme pour lui. Alors lui, il me disait rien, alors que son patron l'harcelait, le rabaissait, l'insultait. À la fin, il a levé la main sur lui, son patron. Et là, il me l'a dit, là c'était plus possible malheureusement, donc il a dû lâcher son travail et on s'est retrouvé à vivre sans aucun revenu. La sécurité sociale nous a remboursé, ils nous remboursaient même pas tout l'argent, on n'a pas compris pourquoi. C'était compliqué de trouver des solutions. Et c'était horrible, vraiment horrible. Et pareil pour l'alternance, hyper mal gérée. L'école, ils savaient qu'il était harcelé, ils en avaient absolument rien à faire. C'était quand il est parti au poste de police, le policier il lui a dit vous pouvez porter plainte parce qu'il a essayé de vous frapper. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'alternance de l'enfer de mon mari un jour, si vous devez éviter de tomber dans ce genre d'entreprise parce que vraiment ça vous brise. Je suis désolée, vraiment je saute du coq à l'âne, c'est l'émotion, j'essayais de rester neutre, je savais pas que ça allait autant me submerger franchement parce qu'à la base je suis sortie de tout ça, Dieu merci, mais en fait sans rappeler, ben voilà ce que ça fait. Et c'est pour vraiment que vous compreniez si vous n'êtes pas dedans ou si vous êtes pas dedans. Il y a plein de gens qui disent oh bah tu te suicides pas pour ça, ou tu mets pas fin à ta vie pour ça. Mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas compris, enfin qui ne vivent pas en même temps et qui savent pas la pression. Et des fois tu te dis mais il n'y a pas de solution, qu'est-ce que je vais faire? Le moindre truc que tu vas demander de l'aide, on va te fermer des portes. Tu ne trouves aucune porte. Au bout d'un moment tu fais comment après pour te nourrir? J'ai entendu des histoires vraiment cruelles de gens des étudiants qui n'avaient pas d'argent pour se nourrir et que du coup s'achetaient des chips pour manger. Pour rester un minimum, pour pas s'évanouir tout simplement, et qui faisaient des malaises. Et même comme ça, il y a des gens qui sont là, mais pourquoi elles s'achètent des chips, pourquoi s'achètent pas un paquet de pâtes ou je sais pas quoi, qui essaient toujours, tu sais, de diaboliser je sais pas quoi. Peut-être que parce que le paquet de chips était moins cher que le paquet de pâtes tout simplement, ou peut-être parce qu'elle avait pas de quoi cuire ses pâtes, moi j'en sais rien. Mais je veux dire, les gens s'attardent sur les détails au lieu de se dire comment une personne peut manger un paquet de chips toute la journée, manger que ça et faire des malaises à l'école. Il y a des femmes qui ont pas de quoi se protéger pendant leurs règles parce que les serviettes hygiéniques ne sont toujours pas remboursées dans notre pays des droits de l'homme et tout ce que vous voulez.
serviettes hygiéniques qui font partie en fait de notre médication, qui normalement devrait être remboursée comme n'importe quel autre médicament parce que tout simplement on n'a pas demandé à avoir nos règles, et qui était jusqu'à quelques années taxé pour la TVA à 20% comme un produit de luxe. Oui, vous avez bien entendu, parce qu'en France les produits sont taxés en fonction de leur importance entre guillemets. Les produits les moins importants dits de luxe sont taxés à 20%, ensuite vous avez les produits, je crois, vous avez des produits à 15%, vous en avez, c'est les intermédiaires, je sais plus c'était quoi, 5% vous avez la nourriture et les médicaments si je me trompe pas. Donc qui sont plus essentiels entre guillemets. Et non, la nourriture à 5% et 0% les médicaments. En tout cas, j'essaierai de regarder et de vous le dire, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Et dites-vous que pendant des années, jusqu'à 2015, je crois, les serviettes hygiéniques étaient taxées à 20%. Pour vous dire, c'est même pas, ils étaient pas remboursés, ils étaient taxés en plus. Et même en ayant enlevé la taxe, les produits, les marques n'ont pas baissé leur prix. Ça veut dire qu'en gros, il n'y avait plus la taxe de l'État, on va dire 20 centimes à peu près par produit par exemple. Ils ont gardé ces prix-là pour les 20% qui partaient à l'État, ils partent dans la poche des marques. Oui, oui, c'est aussi malhonnête que ça. Les femmes n'ont vu aucune évolution sur leur porte-monnaie tout simplement, et on continue toujours à payer les serviettes. Et il y a toujours des femmes qui n'ont pas de quoi se protéger, qui se protègent avec des chiffons, avec n'importe quoi, ou qui gardent la même protection pendant plus longtemps que ce que devrait être, et ça peut être très dangereux. Je rappelle encore qu'avec le choc toxique, le fait de garder par exemple un tampon trop longtemps au-dessus de 6 heures. Je sais que dans les facs et dans les associations, à savoir je sais que Règles Élémentaires le fait, vous avez des distributions de serviettes et de protection hygiénique, donc n'hésitez pas à regarder autour de vous. Les associations se mobilisent, c'est vrai que on a parlé des trucs tristes, tout ce que vous voulez, l'État, tout ça ne se mobilise pas du tout et nous laisse se démerder seuls, mais les associations sont là pour ça, donc ne vous laissez pas, encore une fois, rester dans le silence, parce que ça crée en fait ce mal-être qui, vous le voyez, 4 ans après, reste de ce traumatisme. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans une situation dans laquelle j'ai pu être, ou pire, parce que Dieu merci, je me suis jamais retrouvée dans la rue, Dieu merci, j'ai jamais j'ai jamais pas mangé réellement, j'ai fait attention, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu des gros coups de peur, mais ça a jamais été plus loin que ça, Dieu merci, mais c'était très stressant et rien que ça déjà c'est pas normal. Enfin voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur moi santé et bien-être, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les numéros que vous avez des associations exprès pour les jeunes, vous avez une chatline. Vous avez un chat en ligne en ce moment qui est disponible, je sais plus c'était quoi le nom, vous pouvez parler avec des personnes si vous vous sentez pas bien, vous avez aussi des numéros avec des psychologues et des psychiatres gratuitement pour les étudiants qui sont mis en place, tout ça je vous le mettrai. Quand je me suis arrêtée d'utiliser des serviettes hygiéniques de supermarché qui sont chimiques, j'ai donné mes serviettes à l'association du coup Règles Élémentaires, qui a une collecte. Mairie du 18e, vous rentrez à l'intérieur, je suis arrivée, le vigile me regarde, je lui dis c'est pour déposer les serviettes, je me suis dit il va m'insulter, il va me dire mais qu'est-ce que tu racontes. En fait il y a une borne, enfin il y a une grosse boîte où il y a plein de serviettes à l'intérieur et ils font une collecte là-bas à l'intérieur de la mairie. Donc si vous n'êtes pas trop loin et que vous avez des serviettes en plus, n'hésitez pas à le faire, dites-vous que vous pouvez sauver réellement des vies. Alors oui, il y a mieux pour ces femmes-là, parce que oui, c'est pas bon le chimique, mais j'ai envie de dire, des fois, c'est des femmes qui n'ont pas accès avec des pans d'eau pour pouvoir laver leurs culottes, leurs cups, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, malheureusement, c'est ça ou papier hygiénique, c'est ça ou du papier toilette ou du journal. Donc, c'est quand même un minimum de confort, mais bien sûr, il faut aller plus loin après. On va faire, je pense, étape par étape. Et ce que vous pouvez faire aussi, moi je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé l'idée, c'est que dans les toilettes, à l'intérieur des toilettes de la fac par exemple, il y a des filles qui ont collé juste un petit carton contre le mur, on scotché, et il y a écrit que si tu as des serviettes pour aider les autres, dépose, et si tu en as besoin, sers-toi. Et il y avait des serviettes comme ça, des tampons, et les gens se servaient, et c'était tellement bien, parce qu'il y a des filles qui n'osent pas dire qu'elles en ont pas ou qu'elles n'ont pas les moyens, et de s'enfermer dans les toilettes et trouver ça, c'est tellement, tu dois être soulagée, et t'as pas besoin d'aller parler à quelqu'un, parce que juste des fois d'aller faire le pas et de se dire je vais me faire rejeter, comme vous l'avez vu moi, que ce soit chez le Crous ou à la mairie, de me faire rejeter, déjà c'était une... Tu sais, tu te prends ça dans la gueule, tu te dis mais je pensais que j'étais censée être une adulte, que j'étais jugée comme les autres et que je demande de l'aide. Et surtout, moi pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement injuste, parce que je me suis dit, nous on est étudiants, on va travailler, on va payer les retraites de cette dame là, on est venu demander de l'aide, limite elle m'aurait dit j'ai du travail pour toi ou pour ton conjoint qui en cherchait comme je vous ai dit à l'époque, mais j'aurais dit ok, je demandais pas forcément une aide de me donne 100 € comme ça. Là en fait ce qui m'a révolté c'est que en gros être traité comme une moins que rien, et pareil pour le Crous. Une année après, j'y suis retournée en essayant de reforcer et de leur expliquer que ma situation n'est pas normale, que je voulais parler à une assistante sociale. Et je suis tombée sur la responsable qui ne m'a même pas... Elle m'a pas dit tu peux parler à l'assistante sociale, voir si... Parce que des fois, ils peuvent débloquer des aides ponctuelles. Elle m'a hurlé dessus en me disant qu'elle ne pouvait rien faire et que c'était comme ça. Elle m'a tellement mal parlé que l'année d'après, je savais que cette fois, ça y est, j'avais dépassé ce fameux stade des 1000 € pour pouvoir espérer avoir la bourse. Et même comme ça, j'avais peur d'y aller. Tellement je me suis dit j'espère que je vais pas tomber sur cette dame détestable. On peut pas laisser des gens comme ça sans cœur travailler à des postes aussi sensibles. Quand il y a quelqu'un qui se suicide
devant le Crous, c'est pas pour rien, c'est qu'il a dû tomber sur des personnes comme ça. Et le Crous, toutes les autres structures qui travaillent avec les jeunes peuvent pas laisser des gens comme ça insensibles dans leurs locaux. Il y a plein de jeunes diplômés qui cherchent du travail. Pourquoi vous mettez pas des jeunes à ces postes-là? Parce que eux sont sensibles, eux sont plus jeunes et eux comprennent mieux tout simplement les jeunes de leur génération, parce qu'on a plus les mêmes problématiques que des personnes qui ont 50 ans qui comprennent pas et qui sont toujours dans le ah oui mais moi à mon époque c'était pire, oui mais t'avais qu'à pas faire ça, t'avais qu'à pas faire ci, mais moi t'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas là pour me donner des leçons en fait, tout simplement je te demande de l'aide, tu peux m'en donner, ok, tu peux pas m'en donner, non. Et en fait c'est des gens, que ce soit elle, la mairie ou le Crous, on dirait que l'aide elle sortait de sa poche à elle, alors qu'elle dépend d'une entité, à la base elle dépend de l'État. Donc en soi, comment elle répondait, ça veut dire que limite l'argent sortait de sa poche et que c'était elle qui décidait de tout. Et c'est pas normal de laisser comme ça la décision à une seule personne, de laisser la décision de l'avenir de plein de personnes. Et je pense qu'on a fait le tour vraiment des problématiques qui pour moi vraiment devraient changer. Vraiment. On devrait plus écouter les étudiants, mettre des étudiants ou alors des gens qui viennent d'être diplômés, encore jeunes et encore qui ont vécu la même chose que nous, à des postes qui sont en contact directement avec les jeunes, que ce soit au Crous ou que ce soit dans les aides de la mairie, tout ça. On devrait proposer plus de solutions pour les jeunes, on devrait rendre plus de choses gratuites pour les jeunes, à savoir les serviettes, au moins les serviettes hygiéniques qui quand même, pour moi, comme je vous ai dit, pour moi c'est un dispositif médical et c'est pas normal qu'on ait pas ça en fait gratuitement. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais les préservatifs sont maintenant remboursé quand c'est prescrit par un médecin. C'est très bien parce que oui, bien sûr ça protège de beaucoup de maladies, mais je veux dire les serviettes hygiéniques c'est pareil, limite, ou voire plus important, parce que pour le coup tu peux choisir d'avoir des rapports sexuels ou pas, mais tu peux pas choisir d'avoir tes règles ou pas. Donc comment on peut rembourser des préservatifs et tant mieux, et pas rembourser les serviettes hygiéniques? Je trouve ça scandaleux. Donc j'espère vraiment que d'ici quelques années ils vont développer une marque de protection hygiénique clean, bonne pour la santé, qui va pas en plus nous détruire, en plus de nous détruire, parce qu'en gros on paye pour nous détruire la santé. Et j'espère que, j'ose espérer que l'État mette ça en place. Je pense que c'est vraiment les choses les plus importantes, et surtout nous écouter et ne plus nous materner. Calculer la bourse en fonction des revenus des parents, c'est une insulte pour quelqu'un qui est adulte et qui travaille seul. Nous obliger à devoir demander de l'aide à nos parents alors que nos parents ont leurs problèmes, ont d'autres enfants et n'ont pas forcément les moyens de nous aider toute notre vie pendant toutes nos études, c'est pas normal. Pareil, quand ils enlèvent la bourse au bout de 2 redoublements ou même réorientation, c'est-à-dire même si tu redoubles pas mais que tu t'es juste réorienté, c'est pas normal, parce que on peut se tromper et parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on aime. Et la preuve, tant d'études, il y a tellement d'étudiants qui se forcent à aller jusqu'au bout de leurs études, tout ça pour pas perdre leur bourse ou tout ça pour pas tout recommencer, alors qu'ils n'aiment pas et que justement ça les met dans ce mal-être. Et tout ça, c'est des choses à changer. Et la vidéo est beaucoup trop longue alors que je voulais pas qu'elle le soit. Mais je pense que vous avez compris, vous avez saisi. Et même ça, la vidéo était difficile pour moi et je voulais pas du tout être aussi motivée, encore plus vous faire vous sentir mal. Je voulais vraiment au contraire vous donner une lueur d'espoir, et bon, je pense que c'est raté. Mais en gros, je voulais vous dire que même si c'est difficile, tout passe. Vraiment, ok, ça me fait encore mal au cœur d'en parler, c'est un petit traumatisme quand même. Mais vous allez avoir plus d'argent, vous allez avoir plus de temps, vous allez vous en sortir, vraiment. En fait, il faut pas se dire qu'il n'y a pas de solution. Sur le coup, c'est vrai qu'on n'en trouve pas, mais il faut essayer de petit à petit démêler le problème. Et surtout, ne pas avoir honte d'en parler. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, dites-le à vos professeurs, parce que souvent les professeurs, ils ont aussi de la pression de finir leur programme, tout ça. Ils nous écoutent pas, ça veut dire que chacun va donner un certain nombre de devoirs, et d'un coup, ça s'accumule l'année. Et là, le fait qu'on n'ait pas eu cours et qu'on ait eu les visioconférences, c'était très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup suivi, qu'on était absorbés par nos problèmes. Et moi, je l'ai vu dans ma classe, il n'y avait pas une personne qui était bien. On était tous en PLS, en dernière année de master. On était tous au bout de notre vie, alors qu'on est censé commencer notre vie professionnelle dans pas longtemps. On est déjà découragé, qu'on n'en peut plus du tout. Et c'est tout sauf normal. On a encore le mémoire de la fin d'année à finir. Et l'année dernière, j'avais un mémoire aussi en master 1. Et c'était une catastrophe. Parce que pareil, confinement. Comme par hasard, nous on l'a eu sur les 2 ans le confinement. L'année dernière, cette année. On n'a pas été suivis. Les professeurs, ils ont eu aussi beaucoup de travail. Donc ils ne pouvaient pas nous suivre correctement. Moi, en jouant, j'avais mon plan. Et j'étais même pas sûre que mon plan était bon. Et mon professeur me répondait pas pendant des semaines. J'en pleurais, j'étais stressée. C'était horrible. Mais malgré tout ça, dites-vous, ça finit par passer. Vous allez être diplômé. Et ensuite, tout ça sera derrière vous. Et j'espère en fait avec cette vidéo que ça va faire réagir des gens qui vont se dire oui je vais en parler à mon supérieur, je vais en parler à ci, je vais faire tourner la vidéo, pour qu'on comprenne qu'il y a un vrai problème et que ça peut aller très très loin. Mais en tout cas nous, en attendant que les gens fassent des choses pour améliorer les situations, il faut aussi que nous, entre guillemets, on essaie de se ménager, de se faire du bien.
Si vous voulez pas avoir un psychologue parce que vous trouvez pas de place en centre de psychologie qui sont gratuits, souvent c'est bondé donc il n'y a pas beaucoup de place, mais au moins c'est gratuit. Vous pouvez aller voir un psychiatre. Vous n'avez pas besoin avant 25 ans d'un mot du médecin, donc n'hésitez pas à y aller. Même si vous, enfin, le psychiatre, tout le monde se dit oui, bah c'est que faut vraiment avoir une situation mentale très grave ou avoir des maladies psychologiques, mais pas forcément. Donc allez-y pour avoir un diagnostic parce que ça se trouve il va vous dire oui vous êtes dépressif et là il faudra en effet être suivi par un médecin en cas de dépression parce que la dépression est une maladie. Donc n'hésitez pas quand même à aller voir un psychiatre, même si il vous dit bah pour moi vous avez rien, juste une petite déprime et tout, vous pouvez aller voir un thérapeute là, ça vous rassurera, mais au moins allez-y. Vous avez aussi tout ce qui est médecine douce, en tout cas je ferai une vidéo encore une fois où une fois que j'aurai testé toutes ces solutions, entre guillemets, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est après plusieurs mois, mais j'ai commencé de la sophrologie, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et elle est adorable la sophrologue, ça aide à respirer, à se sentir mieux. J'ai aussi téléchargé une application qui s'appelle Namatata, application de méditation. Vous avez aussi le livre qui va avec, vous pouvez faire des exercices avec le livre ou sans le livre n'est pas obligatoire. Cette application, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Et ensuite, après ces 7 jours, vous avez un abonnement, je crois, de 38 € pour 6 mois. Donc oui, c'est vrai que c'est une somme, surtout pour les étudiants, mais en calculant, ça fait 6 € par mois. Alors certes, c'est de l'argent, mais disons que c'est le prix d'un cinéma, voire moins, c'est le prix d'un McDo. Je veux dire que pour la santé, notre santé mentale, des fois, il faut faire un petit sacrifice. Bien sûr, si vous n'avez vraiment pas les moyens, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez faire les 7 jours, en tout cas vous faites 6 jours et vous arrêtez avant pour ne pas être prélevé parce que c'est un prélèvement automatique. Attention à ne pas rester abonné et à vous désabonner si vous voulez vous désabonner. Mais je veux dire que des fois on peut gratter 1 € par là, 1 € par là pour pouvoir réussir cet argent et faire l'abonnement. Donc je vous amène dans mon tel pour que vous puissiez voir un petit peu comment est l'application. Juste un petit moment, vous allez entendre mon conjoint parler. Désolée, je lui ai fait les gros yeux pour qu'il arrête de parler, mais je crois qu'il m'a pas vu pendant l'enregistrement, mais c'est vraiment une petite bride. Pour télécharger l'application, c'est simple, vous allez dans votre moteur d'application, vous tapez Namatata et vous installez l'application. Vous avez un petit singe en fait qui fait de la méditation. Ensuite, vous vous connectez, vous faites l'abonnement. Une fois vous rentrez dans l'application, vous avez en bas en fait les petites rubriques. En fonction de ce que vous voulez comme méditation, ce que vous souhaitez faire, vous choisissez tout simplement ce que vous voulez. En première rubrique, vous avez à l'écoute. En fait, en gros, c'est des séances de méditation. Ça vous explique à ce qu'est la méditation. Vous avez plusieurs séances à suivre dans l'ordre, donc 1, 2, 3. Et ainsi de suite, ça vous explique comment méditer. Bonjour, je suis Antoine Gerlier et ma vie a... Quand vous appuyez sur votre séance et puis vous la laissez dérouler. Ensuite, en bas, la deuxième rubrique, donc il y a méditer, c'est une autre rubrique. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. À chaque fois, vous avez des rubriques dans les rubriques. Donc vous avez livre pour méditer avec le livre, donc c'est pas obligatoire. Vous avez express, ça c'est extrêmement bien parce qu'en gros, c'est des petites séances rapides. Si vous êtes comme moi assujetti à beaucoup de crises d'angoisse et que vous sentez que ça va pas bien, ou par exemple vous avez, je sais pas moi, un partiel, que vous allez en présentiel ou même avant, vous mettez votre petit truc, vous avez des séances d'1 minute, vous avez des séances exprès pour le stress, des séances pour la colère, exprès pour travailler en fait sur le problème qui vous angoisse. Vous avez la colère, tristesse, pour la sieste, vous choisissez. Bienvenue dans votre séance express. Relâchez vos épaules et fermez les yeux si vous le voulez. Inspirez profondément par le nez en gonflant bien votre ventre. Puis expirez lentement l'air par la bouche. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche. À chaque respiration, vous lâchez prise toujours plus. Inspirez. La méditation avec les bruits à côté, c'est vraiment bien. Et vous pouvez mettre soit sans bruit, comme vous l'avez vu, soit avec le bruit. Donc j'aime beaucoup. Vous avez aussi des comptes. Ah ça, je sais que je vais kiffer. C'est le compte que vous voulez, c'est assez rapide. Et en fait, ça vous permet, c'est à chaque fois des comptes où il y a une morale en fait qui va vous permettre de méditer sur cette morale-là. Donc vraiment, je sais que je vais aimer. En plus, il y a le compte que j'ai choisi, c'est sur les 1000 et une nuits, donc j'aime trop. Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Vous avez aussi un programme qui vous permet de méditer en silence. Donc vous avez un chronomètre, vous pouvez méditer juste ce que vous voulez, penser à ce que vous voulez. Sachez aussi que la méditation, c'est pas forcément, parce que souvent c'est associé à Bouddha, à l'hindouisme. Mais en fait, dans beaucoup de méditations, en tout cas dans ce que j'ai vu sur cette application, c'est surtout ça fait méditer sur la nature, sur vous faites imaginer des scénarios, ils vont vous raconter des histoires pour vous imaginer, par exemple, ils vont parler de fourmis, vous imaginez être une fourmi, c'est vraiment pour se recentrer sur vous, sur la nature, et c'est pas forcément religieux. En tout cas là, ça ne l'est pas, et c'est pas incompatible avec les personnes musulmanes, enfin pour les personnes musulmanes, parce que du coup ça n'implique pas d'autres divinités. Enfin, toujours dans la rubrique méditation, vous avez une rubrique spéciale pour les enfants et c'est adapté à leur âge. Je trouve ça trop chou. Pareil, ça vous raconte des histoires et ça te fait méditer en fonction de leur âge, sur les saisons, sur les animaux. Trop bien, en tout cas, si vous avez des enfants qui sont un peu âgés. Bonjour et bienvenue sur Namatata. Aujourd'hui, je te propose que nous partions ensemble.
Et pour finir, la dernière rubrique, donc la première était à l'écoute, la deuxième à méditer qui est déjà elle-même avec plein de sous-rubriques. Vous avez la rubrique dormir, où là en fait ça va pareil vous faire imaginer des scénarios pour pouvoir vous faire dormir, pour vous apaiser, et il y a beaucoup de choix. Voilà, pour l'instant c'est les solutions, et c'est de mieux dormir parce que le sommeil c'est souvent le gros nœud du problème, parce que c'est ça qui, comme je vous ai dit, fait le cercle vicieux. Moi j'ai pris des tisanes relaxantes, nuit tranquille, ça m'aidait beaucoup une période. J'éteignais tout, je me mettais devant la télé, un truc assez tranquille, et je buvais ma tisane et ça m'aidait à dormir. Ne pas hésiter à prendre de la vitamine C, de la vitamine D, de voir un médecin pour qu'il vous fasse vos analyses et voir que vous manquez pas de fer, parce que des fois la fatigue elle peut être liée à un manque de fer ou un manque d'autre chose. Donc n'hésitez pas souvent à aller voir votre médecin. Vous avez des centres de santé municipaux où vous avancez pas les frais. D'aujourd'hui est fini. Elle a vraiment pas ressemblé à ce que je voulais. Je suis désolée de m'être effondrée comme ça, je ne m'y attendais absolument pas. Je sais pas si vraiment je vous ai aidé ou je vous ai encore plus rajouté du stress. Mais moi en fait, mon but aujourd'hui c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je vais pas forcément vous apporter une solution miracle, mais c'est vraiment parler de nos problèmes à tous. Après tout ce bordel, il y aura une fin et que ça va aller mieux. Beaucoup sont passés par là et que je vous assure ça va mieux aujourd'hui. Je suis plus dans mon 16 mètres carrés tout petit que j'arrivais pas à payer. Aujourd'hui j'ai un travail à côté, mon mari a son CDI, comme on dit, Dieu merci, on a largement de quoi vivre, on part en vacances tous les ans. Tout finit par passer et vous serez énormément fiers parce que personne vous aura aidé. Ni la femme du Crous, ni la femme de la mairie du 18e, mais au final, là, je suis plus humaine en tout cas. Et alors que ces gens-là, en fait, se prennent pour je ne sais qui, comme si ils étaient ministres, ou même d'ailleurs un ministre ne devrait pas se comporter comme ça. Et c'est un peu ma petite revanche sur la vie de me dire que, voilà, aujourd'hui je suis à un meilleur stade, pas forcément d'études, mais de tout, que ces personnes-là qui sont aigries et méchantes. Et j'espère qu'un jour je tomberai sur des gens plus jeunes et je pourrai les aider. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de venir me dire dans les commentaires si vous êtes passé par des moments tristes, si vous avez réussi à vous relever, comment vous l'avez fait pour aider les autres également. Suivez-moi aussi sur Instagram si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je m'apporte toujours grand ouvert. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.